Nous, au sein du MEDEF, notre job, il est aussi de dire les personnes que vous avez élues, voilà ce que ça va donner dans la vie réelle. Voilà les emplois qu'on risque de perdre. Les entreprises qui nous écoutent, elles ont ces problèmes de tension. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on vit en sur-régime. J'ai monté ici, j'ai fondé ici, je développe ici. Si tu devais recommencer aujourd'hui, comment tu verrais les choses? Se lancer aujourd'hui, il faut vraiment avoir des convictions fortes. Avoir ma boîte, ça me donne des leviers. Qui veut aider les entreprises? Personne. Mais personne. J'ai mis tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. J'ai vendu ma voiture, j'ai mis tout ce que j'avais. Il y a les soirs, tu manges pas. Mais alors comment peut-être on peut changer les choses? Nous, au sein du MEDEF, à un moment donné, notre job, il est aussi de dire les personnes que vous avez élues, voilà ce que ça va donner dans la vie réelle. Voilà ce que vous allez faire. Voilà les emplois qu'on risque de perdre. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Tu penses que les entreprises, ce sont elles qui peuvent faire bouger les choses? Il faut qu'on se rassemble. Quand je vois le taux de syndicalisme chez les employeurs, il est extrêmement Je faible. vais te montrer une vidéo qui m'a, moi, marqué. J'adore Elon Musk dans sa capacité à aller disrupter des domaines qui sont très établis. Il a pris le domaine de l'automobile et il a retourné la table. Les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens réglementent. L'État qui investit dans des choses, c'est formidable et il faut le faire. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, on a démantelé nos actifs. Mais c'est hyper rare que quelqu'un me parle, tu vois, qui rêve dans ses yeux. Je pense qu'on a tout à écrire et c'est à nous de dessiner ce qu'on va laisser à nos enfants demain. Et moi, je suis hyper enthousiaste. Mathieu, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec toi. Merci de m'accueillir. Rapidement, pour revenir sur ton parcours, donc en 2008, Oui. tu commences ton parcours digital chez Groupon, Oui. une société que je pense beaucoup connaissent Oui. sur Internet. Et 4 ans plus tard, Oui. tu montes ta propre société, Oui. toujours dans le milieu du marketing digital, Oui. en te spécialisant dans le SEO, qui est donc le référencement naturel, Oui. en gros pour mettre les sites en avant sur Google. C'est ça, c'est bien résumé. Aujourd'hui, ton rôle, il va quand même beaucoup plus loin. Oui. Et c'est ça aussi qui m'intéresse aujourd'hui, Oui. parce que tu es également vice-président d'Initiative MES, Oui. président du Club des jeunes entrepreneurs, président du COMEX 40. Il y a d'autres titres, tu me l'as dit, on ne va pas tous les énumérer. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire que tu es un entrepreneur engagé? Entrepreneur engagé, oui, je pense. J'espère. Alors non, j'espère. Je ne vais pas dire que je pense, mais j'espère. Après, il faudrait qu'on définisse ce qu'on y met derrière le mot engagé, mais en tout cas, j'espère avoir des idées, essayer de les porter, essayer de les défendre. Donc, si on met ça derrière le mot engagé, ouais, j'espère. Voilà, c'est ça. Moi, je dirais, c'est tu as des valeurs, en tout cas des convictions, Oui. et tu essayes d'en faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Je pense que effectivement, on est dans un monde, mais on y reviendra certainement après. On est dans un monde sur lequel il y a un peu cette perte de sens, cette perte de valeur, voilà. Et j'ai toujours décidé, j'ai toujours entrepris, en fait, j'ai toujours géré ma vie avec des idées, des convictions, et j'essaye de les mettre en place en fonction des différents sujets, alors que ce soit dans ma boîte ou que ce soit dans les différents mandats avec les associations que je représente. J'ai toujours voulu essayer de défendre, de faire avancer des idées, de les partager, de les confronter, parce que parfois on change aussi, on évolue avec le temps, avec les rencontres. Donc voilà, en tout cas, j'ai toujours voulu mettre un peu de sens dans tout ce que je faisais, ce que j'entreprenais. Comment tu es passé d'entrepreneur, donc ça fait 11 ans que tu es directeur de WebID, c'est ton agence du marketing. Oui. Comment tu es passé en fait de entrepreneur dans le marketing à tu commences à t'engager pour des causes qui te sont importantes? Parce que le lien, on pourrait dire qu'il est simple, mais pas forcément. Pour être moi-même chef d'entreprise, je sais le temps que ça prend, les enjeux que tu as derrière. Oui. Et s'engager, ça peut faire peur. Est-ce que je vais perdre des clients à cause de ça? Est-ce que j'aurai le temps? Alors en fait, moi c'est venu parce que lorsque je me suis lancé en fait, moi j'ai quitté la start-up, la Groupon, en 2012. Et après le temps de monter le projet, je crois que la date officielle de lancement de l'agence, ça doit être le 1er mars 2013. Voilà, donc le temps de valider les BP, d'aller voir les banques, etc. Il y a eu ce petit laps de temps. Et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont beaucoup aidé. Par exemple, j'ai été financé par Initiative MES sur le début de mon projet. Okay. On parlait tout à l'heure de Marie, de MES Technopole. Elle m'a proposé des locaux très rapidement dans quelque chose qui s'appelait la maison de l'entreprise.
Et du coup, j'ai pu bénéficier voilà, du réseau. C'est la première qui m'a fait rentrer aussi et fait découvrir ce monde-là du réseau des chefs d'entreprise. Et donc, à partir du moment où j'ai eu plein de personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont permis de rencontrer, qui m'ont questionné, qui m'ont accompagné, qui m'ont présenté leur réseau, à un moment donné, au bout de quelques années, je me suis dit, bon, bah ok, tu as pu bénéficier de ça au départ, maintenant ça fait quelques années, ça commence à fonctionner un peu, donc c'est à toi de rendre aussi ça. Donc le premier sujet était Initiative Metz, j'ai été financé, et donc un jour, la directrice Delphine m'appelle et me dit, bah écoute, voilà, tu es à la fin de ton prêt d'honneur, donc j'ai remboursé. Je suis à jour de mon prêt d'honneur. Et elle me dit, est-ce que ça t'intéresse de rentrer au conseil d'administration? Donc bah, du coup, tu rentres au conseil d'administration. Puis après, tu vas au comité. Et puis après, on te dit, bah, tiens, il y a une place au bureau. Donc tu vas au bureau. Et puis un jour, le président il te chope et il te dit, bah, écoute, est-ce que tu veux bien être mon vice-président? Et tu deviens vice-président comme ça. Parce que voilà, mais au départ, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert des portes. Et au bout de quelques années, je me suis dit, maintenant, c'est à moi de rendre ça. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans ce monde-là. Puis après, bah, tu rencontres des gens, tu as des opportunités, tu as des idées, tu essaies de les faire passer. Et donc, c'est voilà, à force de faire ces rencontres-là que tu prends les différents mandats. C'est quoi les autres clubs, syndicats, associations où tu es? À côté de ça, avec une bande de potes, on était une dizaine de chefs d'entreprise, on a monté un club qui s'appelle le Club des jeunes entrepreneurs. Et ça vient d'une idée, c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, le réseau est une clé. Et quand tu te lances, tu as parfois un sentiment un peu d'illégitimité. Tu as du mal à aller dans des clubs et réseaux très établis. Et donc on s'est dit, il manque une brique. Donc on a fondé ce club-là en se disant, eh ben, tous les jeunes chefs d'entreprise, et ce qu'on appelle jeunes, c'est moins de 5 ans d'activité. Et donc on les réunit, alors on prend des prétextes. Là, on vient de visiter une brasserie de bière, on a fait voilà, des prétextes toujours un peu sympas. Ouais. Et on met toujours 20, 25, en fonction du nombre, de la capacité des établissements qui nous accueillent, on va dire 25 jeunes chefs d'entreprise. Et ça permet d'avoir un prétexte pour commencer à apprendre les codes de ce réseau-là. On considère qu'on a réussi si au bout d'1 ou 2 ans, les gens vont dans les autres réseaux. Voilà. Donc notre job, il n'est pas de concurrencer, notre job, il est de faire en sorte qu'ils passent par chez nous pour justement apprendre à aller dans les autres réseaux. Moi, j'ai le sentiment qu'il n'est pas censé avoir de concurrence entre les clubs. Exactement. Tu ne vas pas pouvoir éternellement faire des affaires avec ceux qui sont avec toi. Allez, au maximum, tu seras une cinquantaine. Donc, ce n'est pas viable, il faut que ça se mélange et c'est là où ça devient intéressant. Mais on y reviendra, je pense qu'on est dans une économie qui est passée de l'économie de la concurrence et une économie de la collaboration. Mais on reviendra peut-être un peu sur ces sujets-là. En fait, si ça te va, on peut même en parler maintenant, parce que moi, ça m'intéresse et j'aurais dit l'inverse. Oui, quand tu te lances, déjà, c'est toi qui dois être proactif et aller chercher les gens. Et ça, à la limite, je comprends, finalement, c'est le boulot de l'entrepreneur. Et ça, c'est dur au début, c'est pas simple, c'est pas évident, mais tu y arrives. Ceux qui ne sont pas dans ton secteur d'activité, ça se passe plutôt bien. Mais ceux qui sont dans ton secteur d'activité, moi, je suis dans la communication, je n'ai pas senti que les portes se sont ouvertes. Ok, avec les autres acteurs de la com, c'est ça? Voilà, ça s'est bien passé quand au début j'avais un projet de start-up et je voulais les mettre sur une plateforme et leur apporter du business. Ok. Mais quand j'ai commencé à moi-même rentrer, on va dire, dans le panier et puis vendre des prestats, je ne dis pas que j'ai senti qu'il y avait de l'animosité, mais je ne dirais pas non plus que c'est le pays des bisounours. Alors, le monde des affaires, ce n'est pas le pays des bisounours. Ça, c'est évident. À un moment donné, on est là pour faire du business et il y a des charges à payer. Tu as des salariés, à un moment donné, il faut rentrer de l'argent. Ça, c'est sûr. Par contre, si on fait un focus un petit peu plus large, on sort d'une économie dans laquelle on était quand même dans une économie qui était plutôt facile, qui était plutôt florissante. À la sortie des guerres, on a commencé à remettre un petit peu de blé. Alors, il y en a certains qui vont évoquer quelques chocs pétroliers, effectivement. Donc oui, il y a eu quelques crashs. Mais globalement, on était quand même dans une économie dans laquelle tu avais un PIB, alors on pourra parler aussi de cet indicateur-là, que je trouve pas bon, mais un PIB qui était quand même très très croissant. D'accord ? Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on vit en sur-régime. C'est-à-dire qu'on consomme trop. Voilà. Donc il y a quelqu'un que j'aime beaucoup citer, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui considère que l'économie, ce ne sont que des flux physiques. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a transformé des flux physiques en économie. Voilà. Et bien, si tu prends les flux physiques, ils sont en train de se contraindre. Donc on est dans un monde dans lequel le gâteau, qu'on le veuille ou non, est de plus en plus petit. Alors tant que le gâteau était de plus en plus gros, on pouvait discuter de savoir qui allait avoir la plus grosse part. Et puis du coup, on se taquinait un peu pour « tiens, je te prends quelque part ». À partir du moment où on a le gâteau qui est de plus en plus petit. Et qu'il y a de plus en plus de monde aussi. Exactement. Et il y a de plus en plus d'acteurs. Moi, je considère qu'il vaut mieux qu'on se mette autour de la table et qu'on discute pour
comment faire en sorte que tout le monde ait à manger. Ouais. Et ça, c'est une nouvelle vision. Quand on parlait d'idées que je veux défendre, ça, c'est une idée que je veux défendre. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. On est dans un monde dans lequel on est en contraction. Les gens n'aiment pas ce terme de récession, il fait peur. Quand on parle de récession économique, ça fait peur. Oui, mais c'est le cas, faut ouvrir les yeux aussi. Ah ben, c'est pas difficile. De toute façon, ça fait 50 ans. Alors là, on est en plein dans les PLF, mais dans les projets de loi de finances, pardon, faut que j'arrête ces acronymes. Mais globalement, ça fait 50 ans qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Donc en gros, on s'endette de plusieurs points de PIB pour aller produire un point de PIB. Voilà. Alors, des fois, on me dit, la dette, ça peut être intéressant si c'est de l'investissement. Complètement d'accord. S'endetter à un instant T pour créer de la valeur demain, c'est une très bonne dette. Mais aujourd'hui, notre dette, elle ne sert pas à ça. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement soit un bon investisseur. Ah, mais aujourd'hui, on s'endette pour payer nos frais fixes. En gros, tu fais un crédit revolving pour payer tes dépenses de restaurant, ou un crédit conso pour payer tes dépenses de restaurant. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans l'investissement. Et donc, effectivement, on est dans un gâteau qui se rétrécit. Et dans un gâteau qui se rétrécit, il faut qu'on fasse des choix. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on se mette autour de la table parce que sinon, ça va aller à des vraies tensions. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des tensions ? On a tendance à se recroqueviller. Voilà. Le premier, c'est la montée des populismes en France. Et dans toute l'Europe d'ailleurs, tu vois tous les pays qui sont un peu en contraction, qu'est-ce qu'on fait ? On va voter plutôt pour des extrêmes. Et puis après, on va chacun dans sa communauté. Voilà, chacun va se rapprocher. Parce que ça nous rassure quelque part. Voilà. Ah ben non, nous, on va plutôt défendre la France, voilà, avec les Français. Ah ben, du coup, ça te rassure. Et puis du coup, tu te remets dans ta communauté. Voilà. Ben, nous, on fait partie des pays, je sais pas, moi, je suis immigré des pays de l'Est. Du coup, on reste entre nous, tu vois. Et si on n'accepte pas que le gâteau il est plus petit et qu'il va falloir qu'on se mette autour de la table, on va avoir des vrais problèmes. C'est pour ça que je parle d'économie. Et je pense qu'il faut qu'on invente l'économie de la collaboration. Voilà. Il faut qu'on arrête cette économie de la concurrence et qu'on passe à l'économie de la collaboration. Ok. Avant que tu m'en dises plus du coup sur cette économie, ça m'intéresse. Tu as dit tout à l'heure que tu penses qu'on tend à aller justement sur plus de collaboration, mais j'aimerais faire le distinguo entre ce que tu aimerais, et que moi aussi j'aimerais avoir, et ce qui se passe réellement. C'est un sujet quand même qui est intéressant pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui ont des entreprises, quand même, la concurrence. Par exemple, si on prend le secteur de la communication qu'on connaît bien tous les deux, on peut commencer déjà par se spécialiser. Bien sûr. D'une part, par branche, donc il y a des gens qui font des sites internet, il y en a qui font de la réputation, il y en a qui font du design. Bon, on peut déjà découper le gâteau en plusieurs tranches et là, du coup, on peut même avoir les mêmes clients. Bon, c'est une chose. Et après, tu peux te dire, tu te redécoupes le gâteau en industrie. En secteur d'activité, tu as les industriels, tu as le BTP. Bon, en tout cas, il y a des choses à faire, mais je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, on tend à aller vers là. C'est plutôt, en tout cas, quand on parle de local, et là, comme on est à Metz, c'est intéressant, les gens ils vont essayer de se prendre des parts de marché. Ce qu'on vit moins, quand on regarde dans le digital, on va rencontrer un confrère qui est à Lyon, là, on est plutôt tranquille et on va bien s'entendre. Alors, je pense que ça dépend toujours des personnes. C'est comme tout, il y a des personnes à qui t'accroches, puis il y a des personnes à qui t'accroches moins. Je sais que moi, on parle de quelques concurrents. Voilà, moi j'appelle ça plutôt des collègues, mais tu vois, demain midi, je mange avec deux d'entre eux. J'ai eu la semaine dernière au téléphone soi-disant l'un de mes plus gros concurrents, alors qu'en fait j'ai beaucoup d'affect pour lui. Donc je pense que ça dépend des personnes. Et je pense que je suis d'accord avec toi, il y en a pour qui ils sont très agressifs, très protectionnistes, un peu old school comme ça dans leur truc. Et je pense qu'au contraire, tu as toute une nouvelle génération qui arrive, qui effectivement a compris ça, que déjà, tu ne peux pas plaire à tout le monde, donc tu n'auras pas tous les clients de la Terre. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, on n'aurait pas la capacité de les traiter. Non, pas encore. Voilà, oui, alors il faudrait vraiment être. Même les plus grosses agences n'arriveraient pas. Et je pense qu'il faut justement qu'on s'entraide, qu'on discute, qu'on voit comment on peut avancer ensemble. On prend le monde de la communication, mais tu as beaucoup de métiers qui se sont regroupés en fédérations. Tu prends les boulangers, les artisans, etc. Ils ont des fédérations qui les représentent, qui sont fortes. Nous, dans la com, c'est pas trop notre truc. Je pense que c'est dommage. Je pense qu'il y a des sujets à travailler là-dessus. Comment on peut se mettre autour de la table ? On revient avec mon idée que ensemble on est plus fort. Je ne considère pas qu'on ait des concurrents ou que j'ai de concurrents. Déjà, je me suis toujours concentré sur moi. Alors ça, c'est un vrai business, c'est un vrai guideline chez moi. C'est je me concentre sur moi. J'essaie de faire en sorte de livrer des choses de qualité avec mes convictions et mes valeurs. Voilà.
Après, bien sûr, je regarde ce qui se passe autour. Il ne faut pas être autiste et il faut comprendre un peu le monde et le marché. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui fait des bonnes choses à côté de moi, moi je suis très content. Et je préfère avoir des acteurs à côté de moi qui sont bons, performants, plutôt que d'avoir des gens qui vont fracasser un marché, qui sont en train de te le dénaturer, qui le modifient. Tu vois, donc au contraire, moi je pense que la concurrence, elle peut être saine à partir du moment où on est avec des acteurs qui tiennent la route, qui sont structurés et se rencontrer. Mais ça reste une histoire de personnes, comme dans tout ce qu'on fait. Déjà, c'est quoi pour toi l'économie de la collaboration, ce que tu as dit, et aussi comment on peut la mettre en place? Alors, il y a deux choses, c'est intéressant. En fait, pour moi, cette économie de la collaboration, c'est celle qu'on doit essayer de refaire. Tu sais, je fais toujours un parallèle. Parce que tu as beaucoup de personnes, de monde qui te parlent de crise. Il y a des gens qui te disent, il y a la crise de Covid, il y a la crise de l'environnement, il y a la crise du pétrole. Enfin bref, ils ont plein de crises. Déjà, pour moi, si tu es en train d'analyser la situation aujourd'hui en te disant que c'est une succession de crises, c'est que déjà, tu n'as pas compris. Ce n'est pas des crises, c'est un changement de modèle. Voilà. Et dans un changement de modèle, il y a des frictions. C'est ça les frictions qu'on vit, c'est un changement de modèle. Donc quand tu as encore certaines générations qui te disent il y a des crises à passer, non, le principe d'une crise, c'est que tu sors d'un état normal pour y revenir. On n'y reviendra pas, le monde il a changé. Qu'on le veuille ou non, il y aura trop de CO2 sur la planète et il va falloir faire quelque chose, et il n'y aura pas assez d'énergie fossile. On peut se taper les pieds par terre, on peut ne pas être d'accord, c'est comme ça. D'ailleurs, lequel des deux arrivera en premier, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai ma petite idée, mais oui, je pense que voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, je pense qu'il faut réinventer un autre modèle économique. Et je crois fortement à ça. Et je crois dans un modèle sur lequel les acteurs économiques, nous, les chefs d'entreprise, les entreprises, on a un rôle extrêmement fort dans l'environnement. On a un rôle social, on a un rôle sociétal. Souvent, si là je te parle de croissance, et quand je discute ici, on est dans les locaux de l'Union des entreprises, donc du MEDEF, si je parle à mes collègues du MEDEF de croissance, je mets un ticket sur la table qu'ils ont en tête croissance économique. Mais qui a dit que la croissance, elle devait obligatoirement être croissance économique? Pourquoi la croissance, elle n'est pas dans ton investissement sur le territoire, dans le bien-être de tes salariés, dans ton bien-être à toi, dans ta performance en termes de production? La croissance, elle n'est pas forcément économique. Donc tu penses que si on doit collaborer ensemble, c'est pas forcément pour faire des affaires, mais ça peut être pour, par exemple, améliorer la vie de tout le monde, quoi, en fait, sur le territoire? Attention, moi je suis chef d'entreprise, c'est-à-dire que moi à la fin de l'année, si j'ai pas un compte de résultat qui est positif, je ne paye pas les salaires. Donc, la priorité absolue d'un chef d'entreprise, c'est de faire en sorte qu'en bas à droite, sur ton compte des résultats, il y ait un truc positif. Tu vois? Donc, mon job, il est de faire en sorte que ma boîte, elle gagne de l'argent. Ce que je dis, c'est que deux choses. La première, il ne faut pas vouloir gagner de l'argent à tout prix. Voilà. Donc, il faut garder un système de valeur important. Et surtout, c'est qu'est-ce que tu en fais de cet argent-là? L'argent, c'est un levier. Comment justement tu essayes de collaborer dans ton marché? Parce que dans le monde idéal, on peut avoir 50-50, tout le monde a sa part du gâteau et on est très bien. Mais dans la réalité, parfois, c'est une question de vie ou de mort pour la boîte. Bien sûr. Donc, comment on peut bosser ensemble, quoi? Alors, déjà, la première chose, c'est que j'inviterai tout le monde à se concentrer sur soi-même. Demain, tu es en compète. Voilà. Nous, en ce moment, sur Metz, on a une grosse compète dans laquelle je pense qu'à peu près toutes les agences vont répondre. Mais tant mieux si toutes les agences répondent. Et ce qu'ils vont répondre, quelque part, je m'en fous. En fait, je vais surtout essayer de me concentrer, moi, sur ma réponse et d'essayer d'apporter de la valeur à mon client. C'est le seul objectif que j'ai, c'est d'apporter de la valeur à mon client. Après, par contre, ce que je fais, c'est que je respecte. C'est-à-dire que je ne casse pas du sucre chez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une règle chez moi, pardon. Je ne débauche pas des salariés dans d'autres agences du secteur parce que voilà, on a cette règle-là. Je te dis, je les vois régulièrement. Quand à un moment donné, j'ai du business, si j'ai quelqu'un qui, par exemple, me dit « Attends, je pars de chez lui parce que ci, parce que ça », on se passe des coups de fil sur lequel, voilà. Maintenant, je répète, le marché sur lequel on va tous monter là, je mets 110% d'efforts pour gagner le marché et avoir tout le monde. Hein. Ça, c'est la règle. Mais je pense que dans ce cadre-là, je n'ai pas besoin de marcher sur les autres pour être fort moi-même. Mes équipes ne sont pas incentivées sur les données économiques, elles sont incentivées sur les données de satisfaction client.
Bah, là, je te rejoins, je suis d'accord. Pour moi, par exemple, je vois très bien que les clients, déjà, ils te recommandent quand ça se passe bien. Si des fois tu rognes sur ta marge pour que lui soit content, eh ben, il restera avec toi. Ouais. Donc là, on est d'accord. Et du coup, admettons, ok, tu as ton idéal et toi, ça fonctionne parce que tu te concentres sur toi. Mais du coup, après, comment tu vas voir les autres de ton marché pour essayer de co-construire? Ouais. Parce que voilà, si on veut en tirer une solution ce Mhm. soir, c'est comment on va voir les autres acteurs. Alors, bah, nous, on a fait quelque chose de simple. Alors, on se connaît forcément, parce que la place, elle est toute petite. Dans la région Grand Est, on se connaît à peu près tous. Et moi, j'ai pris pour idée de rencontrer régulièrement les personnes. Donc, ça peut être simplement un échange, que ce soit par message, par téléphone, aller le voir, discuter un soir sur un after work. Et donc, on essaye de rester constamment en contact. Voilà. On se challenge, on se partage des infos, des astuces. On ne se donne pas nos secrets de fabrication, il ne faut pas exagérer non plus. Si je te donne une phrase d'Anthony Bourbon, je ne sais pas si tu vois Ouais, qui ouais. c'est. Une fois, je l'ai entendu dire à la télé, il disait, moi, la concurrence, je me lève pour la manger. Je me réveille à 8 heures, je suis devant mon ordi jusqu'à 10 heures le Ouais. soir et je vis pour bouffer toute la concurrence. Si tu viens sur mon marché, t'es mort. T'en penses Ouais. quoi? J'ai, alors c'est très bien, je pense que ça marche. Moi, je me lève. En fait, moi, j'ai monté l'agence parce que je suis un passionné. Je suis Ok. un passionné de com, je suis un passionné de trafic. Je pense qu'on est dans un monde dans lequel les gens ont besoin de communiquer. Et je pense que j'apporte quelque chose. J'apporte quelque chose parce que moi, j'essaie d'amener mes clients à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur des temps plus longs, avec un peu plus de réflexion sur les messages. Alors bien sûr, je maîtrise les mécaniques et les leviers, mais j'essaie d'apporter quelque chose de différent. Et avant de vouloir d'avoir une boîte pour faire de l'argent et manger la concurrence, moi j'ai fait une boîte pour essayer d'évangéliser un marché. Justement, quand on regarde dans les associations, les clubs, les Ouais, syndicats dans lesquels tu es, tu l'as dit tout à l'heure, là on est à l'UE ouais, 57, tu as assez avancé avec ta société et tu t'es dit, OK, je ne vais pas forcément pousser plus avec, ouais. mais je vais passer plus de temps dans ces associations, dans ces clubs et dans ces syndicats. Alors je ne sais pas si ça va répondre, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que ma boîte aurait grossi plus vite si j'étais moins dans le domaine associatif. Ça, c'est évident, parce que ça me demande beaucoup de temps. J'ai la chance d'avoir des équipes qui sont franchement formidables. J'ai des collaborateurs qui sont extrêmement pertinents, qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement intelligents, qui sont extrêmement débrouillards. Et donc, du coup, je peux absolument me reposer sur eux. Et même au sein des assos que je pilote, on a la chance d'avoir des salariés dans ces assos-là qui sont brillantissimes. Et donc, c'est plus facile de piloter quand tu as des personnes en termes opérationnels qui font le job. Tu Ok. vois. Donc ça me permet de faire un petit peu tout ça. Mais le monde économique est aussi un monde sur lequel voilà, j'ai une vision, je pense qu'elle mérite d'être défendue. Alors après, elle sera entendue, pas entendue, elle sera partagée, les gens seront d'accord ou seront contre, mais peu importe, je pense qu'il faut le faire. Moi, j'ai mon papa qui, quand il m'a dit, il m'a dit, quand une situation ne te plaît pas, tu as trois choix. Tu te tais, ça ne te plaît pas, mais tu te tais, tu pars, ou tu fais changer les choses. Mais tu peux faire que ça. Hmm. Me taire, j'ai une trop grande bouche, c'était pas faisable pour moi. Partir, j'aime trop le territoire, j'ai pas envie de partir de là. Bon, bah, du coup, ça me laissait pas beaucoup de choix. Voilà, il fallait que je fasse changer les choses. Donc c'est pour ça que je me suis investi dans ces associations avec ces mandats. Ok, donc tu m'en as parlé déjà de plusieurs. Ouais, Aujourd'hui, je pense que là où tu veux faire bouger les choses aussi au niveau du territoire, c'est grâce à l'UE 57. ouais, Ok. C'est quoi ta vision du coup? Parce que tu m'as beaucoup parlé de vision, ouais. d'engagement. Enfin, ça, on en a discuté ensemble. C'est quoi, toi, tes valeurs, ton engagement? Alors, l'UE pour tout le monde, pour remettre un peu dans cette arborescence des différents clubs, il y a des clubs affaires, des clubs business. Donc là, on va parler du CJE, mais on pourrait parler de tout un tas d'autres clubs qui existent, qui sont plus ou moins business d'ailleurs. Il y a des clubs plutôt réseau, puis des clubs plutôt affaires. Et puis tu as un autre organe qu'on appelle les syndicats. Voilà. Ok. L'UE, l'Union des entreprises de Moselle, c'est le réseau MEDEF, et là c'est un syndicat d'entreprise. Donc là, on est vraiment dans la défense du chef d'entreprise. Et c'est vraiment un levier qui est extrêmement puissant et sur lequel moi je m'éclate beaucoup. Je m'éclate pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je considère que quand tu prends les différents acteurs économiques, le politique, j'y crois pas trop. Je considère que les sujets qu'on a à traiter ont des échéances de temps qui sont différentes de l'échéance électorale du politique. Voilà.
En gros, les réponses qu'on doit apporter, il faut qu'elles prennent 30 ans, et le politique, il a 5 ans sur son mandat. Donc de base, tu comprends bien qu'il y a un truc qui ne va pas matcher. Donc le politique, j'enlève de côté. Je considère que le particulier, lui, il peut avoir toute la bonne volonté du monde, il n'a pas un gros levier d'action. Tu vois, tu peux arrêter l'eau quand tu te laves les dents, c'est bien, il faut le faire, mais bon, globalement, ça ne va pas changer le truc. Ouais. Tu vois. Par contre, ce que j'appelle les corps intermédiaires. Et donc, dans les corps intermédiaires, je mets les chefs d'entreprise, je mets aussi les maires. Tu vois, tous ces personnes-là qui gravitent un peu entre ces deux mondes, ben là, on a des formidables leviers. Moi, dans ma boîte, quand je prends une décision, j'ai un impact qui est beaucoup plus fort que quand Mathieu, citoyen, prend une décision. Tu vois. Donc, j'ai des leviers beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que je pense que l'entreprise est un véritable acteur et a les leviers de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que maintenant qu'on s'est dit qu'il y avait des leviers, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, je pense Oui, et qu'il puis faut qu'est-ce qu'on que tu veux faire? On parle aussi de toi ce soir. Ouais, alors ben, moi, C'est quoi tes engagements justement là-dessus? alors moi je suis au sein de l'UE, j'ai plusieurs mandats. Je suis président du COMEX 40. Ouais. Le COMEX 40, alors je sais que ça fait sourire mes collègues, mais je le simplifie en disant c'est les jeunes du MEDEF. C'est un regroupement de jeunes chefs d'entreprise de moins de 45 ans. D'accord? Pourquoi on se regroupe? Ben, pour imaginer, pour préparer l'économie de demain. C'est-à-dire qu'on se regroupe pour bosser sur des sujets concrets, se former, s'acculturer et aller défendre ces sujets-là. Ça, c'est le principe du COMEX 40. Tu en as un au national et tu as les déclinaisons territoriales. Tu penses que les entreprises, ce sont elles qui peuvent faire bouger les choses? Oui. Ok, moi je suis d'accord avec toi. Oui, ok. C'est pour ça que j'entreprends. Et ce qui m'a fait sourire quand je t'écoutais, c'est quand tu as dit « je ne pense pas que les politiques peuvent le faire » ou en tout cas pas tout de suite. Oui. Parce qu'on n'a pas la même vision. Bien sûr. L'entreprise, c'est du long terme parce que voilà, tu construis quand même quelque chose. Si tu vas avoir plusieurs employés, tu es parti pour 10, 15, 20 ans. Bien sûr. Même plus. Donc, ok, là-dessus on est d'accord. Maintenant, comment on peut les aider? Parce que j'ai plutôt l'impression qu'on va leur mettre du poids dessus que essayer de les aider alors que c'est potentiellement la locomotive. Si tu veux aujourd'hui, alors j'ai fait un post tout à l'heure, mais globalement, souvent on te dit, tu sais, on parle d'endettement. Ouais. Endettement. Okay. Et on parle d'endettement en points de PIB. C'est-à-dire qu'on te dit, on est endetté à 6 points de PIB, 7 points de PIB. Ok. Alors à moins d'être économiste, être endetté à 7 points de PIB, ça parle à personne. D'accord? Ça veut dire quoi dans les faits? Si on prend les recettes de l'État, donc qu'est-ce que l'État gagne? D'accord? Aujourd'hui, grosso modo, 480 milliards, je crois, à peu près, de tête. Il faudra aller checker sur les chiffres. D'accord? Ça, c'est ce qu'on gagne. Principalement des impôts. La TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur les particuliers. Globalement, c'est ça qui fait les recettes de l'État. D'accord? Si je prends ce que l'État dépense, 820 milliards. D'accord? Donc en gros, l'État rentre dans ses caisses 480 milliards, en dépense 820 milliards. D'accord? Ça fait plus de 320, 350 milliards de décalage entre ce que tu rentres et ce que tu sors. On ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire. Si on met ça à notre échelle à nous, ça veut dire que quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, d'accord? Donc tu gagnes 2000 euros par mois, tu en dépenses tous les mois 3380. Bah, tu te rends bien compte qu'à un moment donné, ça va coincer. Enfin, quand tu gagnes 2000 balles et que tu en dépenses 3380, tu te rends compte quand même qu'il y a un truc qui ne va pas bien se passer. D'accord? Et le pire, c'est qu'est-ce que fait l'État? Bah, il faut bien compenser ces 1000 et quelques euros qui te manquent. Et ben on emprunte. On emprunte. Et on emprunte. Comment les entreprises peuvent aider? Je suis persuadé qu'elles vont aider parce qu'en fait, elles créent de la valeur. Exactement. Et du coup, elles ramènent de l'argent dans la machine. Bon, on est d'accord. Mais nous, à notre échelle, ceux qui nous écoutent, comme tu dis, tu es basé en Moselle avec l'UE 57. Comment ici, voilà, quelqu'un qui a une entreprise ou quelqu'un qui veut avoir une entreprise peut se dire, OK, avec tout ce qui est en train de se passer, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Alors déjà, la première chose, c'est ce que je disais, déjà, il faut défendre. Pourquoi je suis autant investi dans ce mandat à l'Union des entreprises, au MEDEF? Mais parce que je pense qu'il faut défendre les entreprises. Tu as raison, c'est hyper facile finalement. On vient à chaque fois te chercher, on vient de taxer. On est déjà le pays d'Europe, de toute l'Europe, qui est le plus fiscalisé. Est-ce qu'il faut partir du coup? Moi, je ne crois pas. Tu vois, moi, j'y crois pas. Je suis ici, on est en Moselle. C'est pour nous, entrepreneurs, c'est tellement facile de faire 20 km et d'aller sur un autre pays.
Moi, j'y crois pas. J'ai monté ici, j'ai fondé ici, je développe ici parce que je suis attaché à mon territoire. Alors oui, c'est la facilité, mais on revient à ce qu'on disait, tu peux changer les choses, partir ou te taire. Voilà, j'ai décidé de rester et de ne pas me taire, donc de changer les choses. Ok, mais là, du coup, ça Ouais. fait 11 ans hein, que tu Ouais. as ta boîte. Ouais. Si tu devais recommencer aujourd'hui, Ah. comment tu verrais les choses? Alors je pense que se lancer, c'était déjà le cas avant, mais je Ok. pense qu'aujourd'hui c'est encore plus impressionnant. Se lancer aujourd'hui, il faut vraiment avoir des convictions fortes. Il faut vraiment avoir des convictions fortes. Tu vois, moi je disais, je suis dans le numérique. Ouais. Moi, je fais 20 bornes pour aller au Luxembourg. J'arrête ma boîte, je vais salarier là-bas, mais je gagnerai mieux ma vie et j'aurai moins d'emmerdes. C'est évident. Je le fais parce que j'ai des convictions et je le fais parce qu'avoir ma boîte, ça me donne des leviers. Tu vois, ça me donne justement des actions. Je gagne un peu de blé, je peux prendre une décision, je peux faire en sorte que mes salariés, je les paye un peu plus, je leur donne un peu plus de temps, j'équilibre un peu plus leur vie. Je peux décider qu'avec l'argent que je gagne, j'investisse dans des causes ou j'aide telle association. Tu vois, c'est ça, avoir des leviers opérationnels. Et aujourd'hui, l'État te ponctionne. L'État n'arrête pas de venir en disant bah tiens, toi, tu es chef d'entreprise, donc tu vas payer ça, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Et on t'augmente la liste de trucs. Et tu as une pression fiscale qui est énorme. Et tu l'as dit, on est dans un monde qui est ouvert. C'est-à-dire qu'on est autant en concurrence avec les Belges, les Allemands, les Polonais, les Russes, enfin avec tout ce que tu veux. Tu vois. Ok. Et donc si toi, tu es chargé, bah, comment tu fais pour être en concurrence avec les autres? Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et c'est là où je pense que les entreprises doivent à un moment donné se regrouper en disant attendez, stop maintenant, ça va, maintenant vous allez faire. On reprend notre exemple de tout à l'heure, d'accord? Tu dépenses 820 milliards, tu as 480 milliards de réunis. Toi, si dans ta vie perso, à un moment donné, tu dépenses plus que ce que tu gagnes, mais la logique, c'est quand même de réduire tes dépenses. Ouais. Tu ne vas pas, toi, dire à tes clients, bah non, tiens, je vais vous facturer plus maintenant parce que j'ai trop de dettes. Ou tu ne vas pas voir ton boss en disant, il faut m'augmenter parce que j'ai un crédit qui est trop élevé. Alors, bah, on en parlait tout à l'heure, mais moi aujourd'hui, je me dirais aussi comment je peux générer de l'argent. Bien sûr, Bon, mais de la valeur. tu vois, ouais, de la valeur. Mais tu vois, je me dis, c'est là où on peut avoir quelque chose à jouer, c'est de créer de la valeur. Tu vois. Exactement. Mais pour ça, il faut encore avoir une vision. Il faut voir où tu veux aller. Tu l'as dit, tu as un décalage en fait entre le temps nécessaire sur ces changements qu'on est en train de vivre et le temps électoral. Le temps électoral, c'est 5 ans. Mais la question, tu vois, que je me pose, c'est aujourd'hui, qui veut aider les entreprises? Au-delà des chefs syndicats qui sont déjà là, ça, on est d'accord, ok. Mais qui veut aider les entreprises? Personne. Mais personne. Et c'est pour ça Et que comment je dis, ça se fait, tu penses? mais parce que, alors attention, il ne faut pas faire de généralité. Mais globalement, les gens te disent, tu vois, c'est très drôle parce que tu vas faire, tu vois, tu as monté ta boîte, tu vas continuer à développer et puis bah, forcément, dans quelques années, bah, je te le souhaite et j'espère, tu vas gagner correctement ta vie. D'accord? Et puis bah, là, on va te dire, au bout de 10 ou 15 ans, on va te dire, putain, c'est facile pour toi, tu as une boîte. Attends, tu veux passer par toutes les étapes sur lesquelles je suis passé? Tu veux mettre tout l'argent que tu avais? Parce que moi, quand j'ai monté, j'ai mis tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. J'ai vendu ma voiture, j'ai mis tout ce que j'avais. C'était combien, si c'est pas indiscret? Combien de j'ai un investis quand tu penses? J'ai dû mettre quelque chose comme 25 ou 30 000 balles. J'ai fait un crédit dessus. Voilà, j'avais pas grand-chose, mais j'ai tout mis. Oui, Mais pour que les gens se rendent compte, quoi. Ah, mais tout. C'est-à-dire que. Alors après, on n'en parle pas, mais quand tu es première année, il y a des entrepreneurs. Bon, ça a été mon cas, mais il y a des soirs, tu manges pas. Tu manges pas parce que tu peux pas et qu'il fallait que tu invites un client le midi au resto. Donc tu manges pas, littéralement, tu vois. Et oui, une fois que tu as passé 1 ou 2 ans comme ça, où tu as été tapé aux portes, où tu as mis tout le monde en galère, parce qu'il faut savoir aussi que quand tu es entrepreneur, bah, tu mets ta famille, hein, tu mets ta femme, tu mets tes enfants, et puis toi, les problèmes, ils ne s'arrêtent pas le vendredi à 17h. Hein. Donc tout le week-end, tu y penses. Donc il suffit que tu aies des problèmes, tu mets toute ta famille, tes parents, tes cousins, et tu crées un espèce de climat qui est, quand c'est difficile, pas forcément propice, ou pas bon. Et quand tu vas t'en sortir et que ça va marcher, on va te dire ça va, c'est facile pour toi. Non, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Et donc, je pense que personne ne va te défendre. Toi, quand tu t'es lancé, tu avais déjà ta famille? Enfin, tu avais déjà une famille? J'étais en compagnie. J'avais pas ma fille. Donc moi, je me suis lancé avant d'avoir ma fille. Je pense que c'est différent quand tu as aussi des enfants et tout, parce que les enjeux sont différents. J'avais pas ma fille, donc je me suis lancé en me disant, bah écoute, on verra bien. Comment peut-être on peut changer les mentalités? C'est aussi la question que je me pose. J'ai l'impression qu'on ne fait pas la distinction déjà entre les différentes tailles d'entreprises. Ah oui. Qui n'ont pas les mêmes problèmes. Tu vois, chaque entreprise a des problèmes, mais si je ne me trompe pas, le plus gros employeur, c'est les TPE.
Ouais, oui, bien sûr. ensuite les PME et les grands groupes. Oui. Mais du coup, si on parle de la Moselle, Oui. bon, il y a beaucoup de PME quand même et de TPE. Ouais. Bon, comment on change les mentalités? Parce que c'est fou, moi depuis que je suis entrepreneur, j'ai l'impression de côtoyer que des entrepreneurs. Bah, mon cercle, C'est il a un normal. peu changé, ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que quand tu te lances, là ça fait 4 ans maintenant, j'ai l'impression de côtoyer que des entrepreneurs. Parce qu'on a le même rythme de vie, Bien sûr. comme tu l'as dit, il n'y a pas de week-end. Là encore, hier soir je me suis couché quoi, à 2 heures du matin, c'est pas quelque chose qu'il faut faire que je recommande, mais il fallait que je finalise un truc, il y a un client qui m'a appelé, bref. Faut Tu vois. livrer. Mais donc maintenant, tout ça, ça me paraît vraiment normal. Mais comment on le rend visible? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que dans notre bulle Oui. qu'on le voit. Des fois, moi, j'ai le sentiment que c'est un peu loin. C'est peut-être un entre-soi. Tu vois, entre nous, on se comprend. Et comment on nous rend plus visible auprès des autres? Mais tu as raison, c'est important de communiquer. Mais déjà, il faut qu'on se rassemble. Faut Ok. qu'on se rassemble. Quand je vois le taux de syndicalisme chez les employeurs, il est extrêmement faible. Ça me paraît hallucinant. Puisque si, tu l'as dit, personne ne va nous aider. Non. Donc si nous, entre nous, déjà, on ne se rassemble pas, bah, déjà, c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, avec ce qui est en train d'arriver, je ne comprends pas qu'on n'ait pas 80% des employeurs qui ne soient pas syndiqués. Ça me paraîtrait d'une évidence sans nom. Je dis pas, moi j'ai des potes par exemple qui ont rejoint l'UE en me disant écoute, j'ai pas de temps à donner, je peux pas parce que j'arrive pas à le développer dans ma boîte. Par contre, j'adhère juste parce que je dois être avec vous, je dois vous soutenir. Voilà. Donc ils me disent continue à te battre toi, Ouais, ok. mais j'adhère avec toi juste pour dire bah, voilà, j'ai fait ma part. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on soit fort entre nous. Et plus on sera fort, plus justement on pourra faire passer les messages. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, les mots ont une vraie signification. On a la chance d'avoir une langue qui a beaucoup de mots avec beaucoup de signification. Et les gens parlent souvent de patron. Moi, je parle d'employeur. C'est pas pareil, d'accord? Et effectivement, il faut séparer quelqu'un qui est un grand patron d'une très grande entreprise du CAC et un employeur local. Voilà, moi, je vais avoir 10-12 personnes au sein de la boîte, le groupe fait 30 personnes, enfin, tu vois, c'est une petite boîte locale. Mais je ne me considère pas comme un patron, je me considère comme un employeur parce que j'ai la chance de pouvoir donner des jobs à des personnes qui le méritent, tu vois. Et quand tu commences à changer cette terminologie-là et que tu passes de patron à employeur, ça implique plein de choses. Et pour ça, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on soit fort et effectivement, il faut qu'on communique, il faut qu'on mette les gens en face de leurs responsabilités. Nous, au sein du MEDEF, à un moment donné, notre job, il est aussi de dire attention, les personnes que vous avez élues, si elles font passer ça, voilà ce que ça va donner dans la vie réelle, voilà ce que vous allez faire, voilà les emplois qu'on risque de perdre. Mais du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que là, effectivement, tu parles de combats qui se font et qui sont nécessaires, mais par rapport aux lois qui sortent, au gouvernement, etc. Ok. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'un soutien peut-être plus local, enfin des gens qui comprennent ce qui se passe? Exactement. Tu vois, de quelque chose d'un peu plus terre à terre. Hein. Bien sûr. Je mets des guillemets, mais tu as raison. En fait, il faut aussi qu'on acculture les gens. Et beaucoup de gens, en fait, nous, dans notre formation, dans la formation en France, on ne t'apprend pas les bases de l'économie. Tu vois, prends un de tes salariés, donne-lui sa fiche de paye, mais il est incapable de t'expliquer qu'est-ce qu'il y a sur sa fiche de paye. Ils ne comprennent pas les mécanismes, qu'est-ce que c'est que les TVA, pourquoi est-ce qu'on appelle la TVA déduite ou collectée. Ils ne font pas la différence. Parce qu'on manque de culture économique. Et tu as raison, je pense que notre rôle en tant que syndicat, c'est d'acculturer ce que je vais appeler le grand public ou le citoyen ouais. sur cette économie-là, sur comment ça fonctionne. Parce que si je t'explique qu'effectivement, en fait, quand tu donnes 2000 euros à un salarié, quand tu mets ses cotisations sociales dessus, que je remets le patronal dessus, qu'en fait, ça t'en a coûté 4000, mais il se dit, mais attends, comment ça se fait que j'ai ça? Et parce que non seulement on paye tant, et puis, tu n'as pas de place à l'école, ou l'école, tu es éclaté au classement PISA, tu n'as pas de place chez le médecin, et tu as les routes qui sont mal faites. Et quand tu commences à expliquer ça, bah, là, effectivement, tu as le grand public qui commence à se rendre compte que... Et tu as raison, les entreprises, on n'a pas pris ce rôle-là, c'est nous les premiers responsables. On n'a pas fait cette acculturation, on n'a pas communiqué là-dessus. Et c'est à nous de nous regrouper pour amener ça, pour faire changer les mentalités, pour expliquer qu'à un moment donné, tu l'as dit, c'est ton tissu économique. Si tu n'as pas de TPE et pas de PME, tu ne vis pas, ton pays ne vit pas. Donc à nous d'aller travailler sur ce grand public-là, pour aller leur expliquer que c'est important d'avoir ta TPE, ta PME. Tu vois, moi je dis toujours, moi dans mes salariés, tu as des gens, c'est leur tante, c'est leur cousine, c'est leur nièce, c'est leur fille qui bosse chez moi. Tu vois. Donc c'est ta vie de tous les jours, c'est concret.
Voilà. Et si tu as des TPE, des PME en local qui déposent, mais c'est ta sœur, ta cousine ou ta tante ou ta mère qui perd son emploi. Tu vois? Bah, ça me donne une belle transition parce que tu vois, tu parles beaucoup de coûts. Ouais. Bon, ok, tu vois, c'est important. Je suis d'accord avec toi, tu dépenses 3000, t'en reçois que 2000, il Ouais. faut faire attention. Mais en revanche, et on en discutait avant, pour moi, c'est aussi important d'aller chercher comment on peut, encore une fois, créer cette valeur et se dire, voilà, ok, il y a ces coûts. Bon, à la limite, pour l'instant, je pense qu'on peut les baisser, effectivement, mais on peut surtout aussi essayer de créer tous de la valeur ensemble pour Bien sûr. pouvoir les supporter. Je vais te montrer une vidéo Ouais. qui m'a, moi, marqué. C'est une vidéo qui date d'il y a 2 semaines Ok. à peine. Donc, tu vois, Ok. c'est très récent. Ok. Et je vais aborder un sujet à travers cette vidéo. Mais d'abord, je veux que tu me dises ce à quoi ça te fait penser. Ah, c'est quand il Je la la récupère? remettrai, Ouais, quand il récupère ça. Ouais. En plus, c'est un domaine que je connais bien. Parce que j'étais sur le centre spatial à Kourou. Mon père a bossé. Mon père est ingénieur dans le spatial. Ok, connais incroyable, bien. parce que c'est un domaine qui me passionne depuis tout petit. Quand tu vois ces images, Mhm. toi, ça t'évoque quoi? Vraiment, la première fois que tu vois ces images? Le fait que, enfin, le domaine dans le spatial, au sens large du terme, ou Cette le fait de vidéo-là, récupérer cette. précisément, ouais, Ouais. c'est celle-ci précisément. Alors, il y a deux choses. Le spatial, et c'est ce que je te disais, est un domaine qui me touche beaucoup, puisque mon papa est ingénieur dans ce qui s'appelait à l'époque l'aérospatial. Ok. Il a fait toute sa carrière sur Ariane 5. Et j'ai eu l'occasion, moi, d'aller à Kourou. J'ai vu un nombre de décollages de fusées. Je ne sais pas combien j'en ai vu plein. Enfin, c'était extraordinaire. Donc le spatial est quelque chose qui m'a fait rêver. Voilà. Et j'ai toujours, forcément, tu grandis dans ce monde-là. J'aurais toujours voulu être cosmonaute ou j'aurais voulu aller dans l'espace. Enfin, voilà, c'est vraiment un. Pourquoi l'espace? Parce que je trouve que, c'est une sensation de liberté extraordinaire. T'es au-dessus de tout, tu vis. Enfin, l'image que j'en ai, je n'y suis jamais allé, donc, mais l'image que j'en ai, c'est celle-là. Et je pense qu'en fait, ça doit être extrêmement. Et tous ceux qui y sont allés te disent que quand tu vois cette planète-là, tu te rends compte de la fragilité et de cet écosystème, de cette sphère. Il y en a qui disent que c'est une bulle de verre. Et je trouve que voilà, c'est extraordinaire. Après, sur le business model de SpaceX, avec le fait de pouvoir récupérer notamment les propulseurs, je suis un peu. J'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, j'adore Elon Musk dans sa capacité à aller disrupter des domaines qui sont très établis. Voilà. Il a pris le domaine de l'automobile et il a retourné la table. Et Ouais. quand il a fait Tesla, il a retourné la table. Tesla, c'est un iPhone, tu fais des mises à jour dessus. Enfin, il a repensé une production qu'on croyait établie. Et j'aime bien parce que, tu sais, on a toujours optimisé, on faisait de l'innovation incrémentale dans lequel tous les constructeurs automobiles innovaient, mais en gardant la même trame. Oui, sur de l'ancien. Voilà, donc ils prenaient l'existant et ils innovaient. Tu sais, souvent on me dit, tu fais de la prospective. Il y a beaucoup de gens qui font une erreur quand on fait de la prospective. Beaucoup de gens, quand ils font de la prospective, ils vont prendre une ligne existante et ils vont essayer de la prolonger. Ça, c'est pas faire de la prospective. Faire de la prospective, c'est se dire, où est-ce que je dois être dans 15, 20 ou 30 ans? Qu'est-ce que sera le monde dans 15, 20 ou 30 ans? Ok, si je pense qu'il sera ça, comment maintenant j'écris pour aller là-bas? Mais si je prolonge la ligne, je ne fais pas de Ça va être prospective. compliqué. Ok. Exactement. Tu vois. Et donc là, tous les constructeurs automobiles ont toujours fait une innovation, mais finalement en prolongeant cette ligne. Lui, il est arrivé, il a pris le modèle, il l'a retourné. J'adore ça. Et il est en train de le faire dans le spatial. Donc j'adore cette idée d'être capable d'avoir une vision tellement forte et tellement prononcée, d'être capable de bouleverser un domaine d'activité aussi structuré que l'automobile et le spatial. Par contre, là où je tempère aussi, et je reconnais bien les Américains, il faut savoir que l'intégralité de la R&D qu'il fait en spatial, c'est financé par les Américains. C'est-à-dire que c'est financé par le gouvernement. Indirectement via des contrats qu'ils lui ont donnés. Exactement. Et donc, c'est facile d'avoir une société commerciale performante à partir du moment où tu as des contrats, et notamment sur la R&D, qui est lié à ton État. Tu vois? Après, je ne vais pas citer de nom, Ouais. mais il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont eu du cash d'injecter
et Bien qui sûr. n'ont pas fait des fusées réutilisables. Clairement, mais on ne parle pas des mêmes montants. Alors, ça n'empêche pas qu'effectivement, dans le spatial, et notamment quand Airbus a repris Aérospatiale, ce qui s'appelait Astrium, Airbus Space and Defense, hein, d'ailleurs, ils sont en plan social là aujourd'hui, et qui lance Ariane 6, c'est une catastrophe, hein. C'est un échec total, je ne sais pas combien de milliards et d'années de retard. Donc oui, je suis d'accord avec toi, encore faut-il bien l'utiliser. Mais c'est pour ça que j'ai ces deux choses. C'est un visionnaire, il a cette capacité, et ça, il faut lui laisser. Voilà. Alors après, comme tous les mecs un peu excentriques et visionnaires, en ce moment, il fait des choix qui lui sont propres. Voilà. Mais à côté de ça, attention, quand tu es subventionné par l'État, c'est un tout petit peu plus facile d'aller concurrencer des boîtes, ce qui n'enlève rien à son business model. Je pense qu'on peut être prêt à le faire Ouais. si ça donne ce genre de résultat. Ok, moi je pense que c'est bien que l'État puisse investir de l'argent qu'il récolte. Et il faut bien le récolter aux bonnes personnes au bon endroit. Une fois, il faut pouvoir le dépenser. C'est juste qu'aujourd'hui, est-ce que nous, on serait capable, ici par exemple en Moselle, de reproduire ce genre de choses à notre échelle? Est-ce qu'on peut changer les choses vraiment, l'économie, comment elle est? Est-ce qu'on peut faire ça à notre échelle? Il y a plein de choses dans cette question-là. Globalement, effectivement, tu as raison. Créer de la dette pour aller faire de l'investissement, c'est ultra intéressant. Et il faut le faire. Et tu as raison, ils ont mis du cash pour développer ça. Donc, mais c'est une super réussite. D'ailleurs, tu sais, en géopolitique et en économie internationale, il y a une règle qui dit les Américains innovent, les Chinois copient, les Européens réglementent. Voilà, Ouais. ça grossit un peu le trait, c'est de moins en moins vrai, mais ça donne un peu les logiques. Tu vois. Et donc, l'État qui investit dans des choses, c'est formidable et il faut le faire. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, on a démantelé nos actifs. Nous, on démantèle nos actifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est en train de vendre des trucs. Tu vois. Donc, on est carrément à l'inverse. Et dans la deuxième partie de ta question, qui est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors attention, je pense que ce type d'industrie, ça ne se joue pas à une échelle locale, ça se joue à une échelle qui est à minima nationale. Tu vois. Par contre, et c'est ce que je te disais, je pense que chaque pierre est importante. D'accord? On a par exemple ici à côté de Metz une très grosse boîte dans le spatial qui a des brevets dans les capteurs qui vont sur les satellites. Ok, elle s'appelle comment? Nimesis. Ok. Voilà. Et du coup, tu vois, chacun à notre échelle, on peut apporter quelque chose. Et si effectivement on arrive à avoir des visions un petit peu plus entrepreneuriales, une gestion de nos collectivités un peu plus entrepreneuriale avec cette notion de résultat, mais on revient au décalage entre les indicateurs de réussite chez un politique et chez un entrepreneur. Toi, tu es obligé d'être à la fin avec un compte de résultat positif, sinon tu ne payes pas ton loyer, tu ne payes pas tes salaires. Eux, ils ont juste besoin que dans les 5 ans, ils aient donné l'image d'avoir fait quelque chose. Si derrière ça se casse la figure, c'est plus leur problème, tu vois. Donc je pense qu'il faut qu'on reprenne, nous entrepreneurs, un peu les rênes et qu'on soit capable de s'assumer et de dire, nous, on sait faire, laissez-nous gérer. Ok. Ouais, c'est incroyable. Tu as dit aussi un terme. C'est ce que ça m'a inspiré quand j'ai vu la vidéo là. Ça m'a fait rêver. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne se permet plus de rêver, mais de manière globale. Hein. Bien sûr. C'est pas qu'au niveau des entreprises, mais c'est hyper rare que quelqu'un me parle et qu'il rêve dans ses yeux. Mais c'est dommage, c'est triste. Tu te rends compte, moi je pense, souvent un jour on m'a dit, oh, votre génération, ça va être compliqué. Et je disais, mais je suis hyper heureux de faire partie de cette génération-là, puisque je pense qu'on a tout à écrire. Enfin, je veux dire, on a une feuille blanche et c'est à nous de dessiner et d'écrire ce qu'on va laisser à nos enfants demain. Mais moi, je suis hyper enthousiaste. Alors, je suis un hyper optimiste aussi, mais c'est à nous de l'écrire. Donc, c'est top. Mais j'ai le sentiment, personnellement, Ouais. qu'aujourd'hui, si tu veux rêver, c'est mal vu. Dans le sens où, tu vois, les premiers commentaires que j'ai lus quand j'ai vu cette vidéo-là, Ouais. c'était c'est pas bon pour l'écologie. Parce que c'est vrai que si tu regardes sur un tir de fusée, le bilan carbone, il est mauvais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à gérer ici avant d'aller sur Mars? C'est des arguments qui se tiennent et qui ont un fond. Mais en même temps, je me dis, franchement, ça fait plaisir de voir les choses avancer et surtout c'est concret. Et là, de voir un type qui vient et qui dit, c'était en 2014, je vais monter une boîte, je vais réutiliser des fusées, je vais aller sur Mars et tout le monde se fout de lui, et qu'aujourd'hui il le fait vraiment, tu vois la vidéo et qu'il y en a qui disent mais non, c'est fait dans le sens inverse, non, c'est la vraie vidéo, ça marche. Enfin, c'est fou. Comment on peut rêver à nouveau? Je pense que quand tu entreprends, tu as toujours des gens qui critiqueront.
Tu vois, et c'est les mêmes qui te diront c'est trop tôt, c'est trop tard, et puis après ils te diront l'inverse. Enfin, tu auras toujours des gens qui ne seront pas hyper constructifs. Tu sais, moi j'avais mes profs qui me disaient dans la vie, il y a des mais et il y a des et. Et il y a des gens, quand tu leur dis un projet, tu leur donnes quelque chose, ils disent oui, mais. Et tu as des gens, tu leur livres un projet, ils disent ah, putain, c'est super, et on pourrait faire ça, et on pourrait faire ça, et tu vois, et ils rajoutent des choses, et ils construisent. Dans la vie, tu as ces deux types de gens. Tu as des gens qui cherchent des contraintes et tu as des gens qui cherchent des solutions. Voilà. Mais ça, c'est comme ça, c'est la nature humaine et c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais je pense qu'il faut qu'on reprenne cette envie d'avancer. Je suis d'accord avec toi. La technologie, pour moi, est un outil. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet outil-là? Tu parlais de l'IA, tu parles de la conquête spatiale, la conquête de Mars, on peut parler de la 6G. C'est des outils. Et je pense que là où il faut qu'on statue, et c'est là où nous, chefs d'entreprise, et là, le politique, on les attend, c'est dans quel monde on veut construire. D'accord? Est-ce qu'aller sur Mars, c'est la réponse? J'en sais rien, j'en sais rien. Peut-être que là, on est en train de le critiquer, peut-être qu'on peut se dire que ça ne sert à rien, peut-être qu'on sera très content un jour qu'il ait réussi là parce que notre planète, elle sera plus habitable, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il ait une idée, il ait une conviction et qu'il le fasse. Bien sûr, tu vois, aujourd'hui, quand on déploie des réseaux de satellites, Starlink chez lui, pour que tout le monde ait le réseau Internet, moi, ça me sidère qu'il y a encore des personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition. Je me dis, mais on est en train de déployer des satellites, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'eau potable. Est-ce que vraiment on est sur le bon combat, tu vois? Mais je pense que moi, j'ai ces convictions-là et moi, je défends celles-là. Mais mon voisin, il a d'autres convictions, il va défendre les siennes. À partir du moment où on est engagé dans quelque chose, bah, discutons-en. On a le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Ce qui, moi, me gêne, c'est quelqu'un qui va pas entreprendre, qui va pas changer, qui va pas vouloir. Voilà. Ce que j'aime pas, c'est l'inaction. L'inaction me porte pas. Voilà. Après, chacun va entreprendre, chacun va mettre sa vérité là où il a envie de la mettre. Et si lui, il considère que pour sauver l'humanité, il faut aller sur Mars, bah écoute, vas-y, lance ton truc. Voilà. Il n'y a pas de jugement sur le fait. Par contre, il entreprend. Et ça, tu peux pas lui enlever. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment débattre encore? Non, non. Parce que pour débattre, ça signifie, et une discussion, elle est intéressante cette question. Débattre, ça signifie que tu commences la discussion en acceptant que peut-être tu vas changer d'avis. Si tu ne commences pas une discussion en te disant je suis prêt à évoluer sur ma position, ben, tu ne peux pas avoir un vrai débat. Parce qu'en fait, tu vas t'écouter, tu vas avancer tes arguments, tu ne vas pas écouter l'autre, etc. Tu ne vas jamais faire preuve d'empathie. D'accord? Et je disais, pour comprendre quelqu'un, comprendre, l'étymologie du mot comprendre, c'est prendre avec. Hein. Comprendre, c'est prendre avec. Mais encore faut-il que tu acceptes la position de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas sûr de tes positions, ça veut dire que tu as bossé un sujet, tu vois. Et j'adore les sujets, souvent quand tu n'as pas de débat, c'est qu'aucun des deux ne maîtrise son sujet. Tu vois, prends le nucléaire, ça cristallise. Tu vois. Et un jour, je discute avec un pote qui est pro-nucléaire. Et je lui demande, est-ce qu'il faut utiliser de l'uranium enrichi ou au contraire appauvri, donc du 235 ou du 238, et une fois que tu m'auras donné lequel, pourquoi? Ben, il n'a pas su me répondre. Puis quelques mois après, je chope quelqu'un qui est contre le nucléaire. Et je lui pose la même question, uranium enrichi ou appauvri? Et elle ne sait pas me répondre. Et donc ça m'a fait me dire, mais en fait les deux-là, qui sont des militants avérés, mais ils n'ont même pas le début de la base de ce pourquoi ils discutent. Donc en fait, tu vois, ils sont dogmatiques. Donc si tu les fais discuter, bien sûr qu'ils ne pourront pas échanger, ils ne pourront pas se comprendre vu qu'ils ne connaissent même pas le truc. Tu vois. Donc aujourd'hui, on est dans un monde sur lequel c'est très compliqué d'avoir une conversation solide, concrète, et parce que, tu n'as pas le temps. On est dans un monde de consommation. On en discutait un peu tout à l'heure. Les médias, tu as 3 minutes pour parler, en ce moment, j'aime bien, tu as 3 minutes pour nous expliquer le conflit en Palestine. 3 minutes, mais donne-moi 2 ans et un tableau, si tu veux que je t'explique le truc. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est ultra condensé, il faut aller vite, il faut avoir des avis tranchés, mais ça, c'est la com, hein, c'est les médias qui veulent ça. Ils veulent des petites phrases un peu pour faire un peu le buzz. Donc je te rejoins, avoir une conversation aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne maîtrise plus les sujets, parce qu'on ne s'écoute plus, parce qu'on est à l'époque des réseaux sociaux où c'est plus facile de mettre une insulte en dessous d'un post que de réellement avoir une conversation construite avec quelqu'un. Et du coup, comment on peut remettre les gens autour d'une table?
avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de positivisme. Moi, je débat avec tout le monde. Et je pense qu'on peut amener les gens à travers l'exemple. Je prône, moi, l'exemplarité. C'est-à-dire que je pense que nous, syndicats, dans le syndicat, dans l'entrepreneuriat, notre job est de montrer l'exemple et de montrer qu'on peut discuter. Tu vois, voilà. Moi, je suis représentant des employeurs. Ça m'arrive de discuter avec des représentants des employés. Et ils font leur job. Ils défendent les employés. Moi, je défends les employeurs. Est-ce que ça veut dire qu'il est mieux ou moins bien que moi? Non, ça veut simplement dire qu'il a un objectif que moi j'ai le mien. Et tout l'objectif et tout l'essence même de nos discussions est de faire en sorte que les deux arrivent à un objectif commun. Et quelque part, c'est pas illogique. Si l'entreprise elle va bien, bien sûr que le salarié il ira bien au sein de l'entreprise. Tu vois, Tu penses que c'est toujours corrélé? Moi, je crois pas. Alors, Je pense pas que si une entreprise va bien, l'employé va bien. Par contre, c'est une condition que l'entreprise aille bien pour que le salarié aille bien. ouais. Alors, tu as raison. En fait, il n'y a pas de vérité. Mais je pense qu'on arrive à un moment donné et qu'on comprend que aujourd'hui, c'est compliqué de recruter aujourd'hui, d'avoir des bonnes personnes. Nous, on est dans des métiers de service. Donc, on sait qu'en fait, la valeur de nos boîtes, c'est la valeur de nos salariés. D'accord? Donc, à partir du moment où tu sais ça, ben, souvent les gens disent j'ai besoin de recruter. Déjà, essaie de faire en sorte que les bons, ils restent chez toi. Déjà, c'est une bonne chose quand on va regarder les gens. Mais pour que les bons, ils restent chez toi, il faut que tu les mettes dans un écosystème où ils se sentent bien. Et bien se sentir chez un employé, souvent on dit c'est pas le salaire, c'est pas l'environnement, c'est pas parce que tu leur mets un baby-foot. Qu'est-ce qui font que les jeunes, ils aient envie de s'investir? Mais ils ont envie de s'investir parce qu'ils croient en un projet, ils croient en une vision, parce que tu as donné du sens à ta boîte. Tu vois? Oui, quand on te donne des responsabilités et Également. on sait aussi te remercier pour le travail que tu fais. Complètement. Et en fait, si tu veux, il faut que, employeur, on accepte qu'à un moment donné, chez les employés, il y a des gens qui veulent des responsabilités, ils veulent tester des choses, ils veulent entreprendre, il faut les laisser faire. T'en as aussi qui viennent et qui font leur job et qui ne veulent pas plus. Et il faut l'accepter aussi. Le tout, c'est d'être capable de réguler les deux. Par contre, ce que les salariés, eux, doivent aussi accepter, c'est que tu ne peux pas demander si toi, ton ambition, c'est de venir faire ton job et de partir tranquillement pour aller faire une autre activité, et c'est complètement louable et respectable. Fais-le, mais tu ne peux pas prétendre au même niveau de gratification, que ce soit en REM ou autre, que celui qui se tue au boulot, qui entreprend, qui dit toujours oui et qui est toujours d'accord. Tu vois, Ouais. voilà. Les deux doivent faire un pas. C'est peut-être là où la compétition a un intérêt, c'est que du coup, ça te force à devoir garder tes talents, parce Bien que sûr. c'est une compétition de compétences. Enfin, en tout cas, nous, dans le service, aujourd'hui, on a une vraie compétition de talents. Bien sûr. C'est celui qui a Clairement. le meilleur cerveau, qui peut du coup faire les meilleures prestations pour le client, et du coup, c'est lui qui reçoit le plus de commandes. Voilà, Clairement. pour faire simple. Ouais. Et du coup, là, je suis d'accord, tu vois, la compétition, c'est un intérêt pour l'équipe. Ouais. Mais c'est sportif. Et des fois, moi, j'ai le sentiment, parce que c'est quand même une course vers l'avant, tu vois. Moi, Ouais. ça fait 2 ans que je commence à consacrer quand même beaucoup de temps de ma vie tout court à mon entreprise. Après, tu vois, ces 2 ans-là, je me dis, est-ce que je veux cette vie-là pendant 10 ans? Donc, c'est toujours trouver l'équilibre. Pour les employés, finalement, c'est la même chose. C'est quand tu trouves aussi ton équilibre de vie. Toi, tu as un peu plus d'expérience que moi. Comment d'ailleurs tu as réussi à avoir cet équilibre-là aussi? Alors, je ne suis pas forcément un bon exemple, parce que je pense que j'ai pas d'équilibre. En fait, on me posait la question, on m'a demandé, mais tu travailles beaucoup. Et je disais, moi, j'ai la chance de ne pas avoir jamais travaillé 1 heure de ma vie. Je considère que je ne travaille pas parce que j'aime ce que je fais. Donc, c'est différent, tu vois. Mais moi, je prends mon PC le samedi matin, le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche soir. Enfin, j'ai pas de notion de travail. J'aime ce que je fais. Donc, je ne suis pas forcément un bon exemple. Par contre, il y a une phrase, enfin, il y a quelque chose que tu as dit qui est hyper important. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'équilibre, vie pro, vie perso, et ça, je suis complètement d'accord. Ça implique une distribution de richesse. Aujourd'hui, l'État à la base était un État régalien, c'est-à-dire qu'il était là pour cadrer, donc il avait des missions régaliennes de justice, de protection, etc. Et il a eu de plus en plus un rôle de redistribution de la richesse. D'accord? Mais je dis toujours, pour redistribuer la richesse, encore faut-il l'avoir créée. D'accord? Et donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On vit à crédit depuis 50 ans. Donc, on gagne 2000 balles, on s'est habitué à en dépenser 3000. Oui.
mais on vit au-dessus de nos moyens. On vit au-dessus de nos moyens. Et donc, il va falloir aussi faire accepter à la population, et ça, c'est dur. Et c'est en ça que je trouve que les politiques, ils n'ont pas de courage. Il va falloir expliquer à tout le monde qu'on vit au-dessus de nos moyens. Donc, il va falloir faire des choix. Alors, les choix, ils feront ce qu'ils veulent. On peut faire des choix dans l'éducation, dans la santé, je sais pas moi, dans les infrastructures publiques, dans le numérique, dans l'aide aux personnes en situation d'handicap, de difficulté, de vieillesse. Moi, chacun fera les choix où il veut. Mais on vit en sur-régime. Donc il va falloir faire des choix. Et donc, quand tout un tas de jeunes générations, moi j'ai la chance d'avoir chez moi des gens qui sont plutôt investis, qui bossent beaucoup, mais j'en vois aussi plein dans le monde, qui me disent non, moi on veut plutôt profiter. Attention, on est déjà en sur-régime. C'est-à-dire que si on continue comme ça, à un moment donné, on va vraiment se cracher, et là ça sera beaucoup plus difficile. Et je pense qu'il ne faut pas en arriver là. Après, on peut profiter tant que la richesse qu'on crée est suffisante pour pallier à ce qu'on dépense. Exactement. Finalement. Donc en fait, c'est OK tant qu'on consomme ce qu'on est prêt à créer. En fait, c'est toujours une notion d'équilibre, tu as raison. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse. Oui. Tu as parlé des politiques. Oui. Et là-dessus, on est du même avis de dire que ce ne sont pas les politiques qui vont changer les choses selon nous à l'instant T, parce qu'ils n'ont pas la même vision. Par contre, je pense aussi que les politiques sont quand même très liées aux entreprises. Du coup, c'est comment gérer les deux, parce que du coup, oui, il y a une question, c'est les politiques, mais il y a aussi une question, les politiques réagissent quand même aux entreprises, certaines en tout cas, qui ont les moyens de se faire entendre plus que d'autres. Et c'est comment tu navigues en fait dans ce milieu-là. Mais tu as raison, ces deux mondes interconnectés, le monde politique et le monde économique, sont des mondes interconnectés, puisque en fait, les deux ont besoin un peu l'un de l'autre. Donc ça navigue dans les mêmes eaux, évident. Par contre, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est la position que moi j'ai au sein de l'UE, au sein du MEDEF, je pense que certaines personnes partagent ma position, quel est le seul objectif de la politique? Il faut qu'on se mette ça en tête. C'est d'être réélu. C'est son métier. Donc lui, il ne prend pas des décisions pour régler une situation. Il prend une décision qui va lui permettre dans quelques années de retrouver un mandat. Donc il va aider ceux qui vont lui permettre d'être élu. Voilà. Et donc quelque part, c'est une logique. Ok, qui l'élu? Qui l'élit? C'est les citoyens. Donc nous, chefs d'entreprise, et moi ce que je dis, et ma position, elle est que, oui, je côtoie. Moi j'ai des amis qui sont députés, j'ai des amis proches qui sont députés, qui sont au gouvernement, enfin j'ai des personnes que je connais bien. Et je peux être pote avec eux. Mais mon job, il est de défendre l'entrepreneuriat. Et donc, on est côte à côte, mais il faut aussi être capable de les mettre en face de leurs responsabilités. Et de dire, attends, là, tu fais une connerie. Là, si tu prends cette décision-là, c'est une erreur économique. D'accord? Parce qu'il ne faut pas se tromper. 90% des élus ont une culture économique proche du néant. Proche du néant, c'est un scandale sans nom. Mais ils ont une culture économique proche du néant. Ils n'ont jamais géré de boîte. Ils n'ont jamais de culture. C'est des gens qui ont fait leur carrière dans des administrations souvent. Tu vois, donc ils n'ont pas créé de valeur, donc ils ne savent pas ce que c'est. Et notre job, nous, au MEDEF, ce n'est pas d'être complaisant avec eux. Notre job, c'est de travailler avec eux parce qu'il faut qu'on trouve des solutions en commun, mais c'est aussi de dire et d'être capable de les mettre face à leurs responsabilités devant les citoyens et de dire, vous avez pris cette décision, on va expliquer à tout le monde, et dans tout le monde, ceux qui vous élisent, que votre décision, elle a créé ça. Donc, en gros, ta décision, elle a mis tant de personnes au chômage, nous, on va expliquer à ceux que tu as mis au chômage que c'est ta décision qui l'a faite. Tu vois, donc, on est dans un espèce de rapport où on est obligé de travailler ensemble. Mais attention, et je prône, moi, pour qu'on ait un rapport de force suffisamment aguerri. Et pour ça, il faut qu'on soit nombreux. Et c'est pour ça que je dis que je prône le syndicalisme, parce que si on était beaucoup plus syndiqués en France dans les entreprises, mais on serait beaucoup plus fort. Du coup, là, pour la première fois, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais. Okay. Si on est suffisamment fort, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que ce soit les enjeux économiques qui prennent le dessus? Et toi, tout à l'heure, je l'ai retenu, tu m'as dit, il n'y a pas que la croissance économique. Quand on parle de croissance, tout le monde pense économique. Exactement. Mais les boîtes, elles ont besoin de faire du business, sinon elles meurent. Oui, c'est un prérequis. La question, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de l'autre côté, si les entreprises ont trop de pouvoir,
que uniquement le côté économique soit pris en compte. C'est une question ouverte. Mais en plus, mais c'est complètement, c'est hyper légitime. Et quelque part, c'est un peu ce qu'on avait il y a quelques années, quand tu avais des entreprises surpuissantes, presque avec, tu sais, une façon de fonctionner très patriarcale, où voilà, si on prend nous dans la sidérurgie, on a créé des villages dans lesquels on les mettait, ils dormaient là, ils avaient le bureau de tabac, enfin bref, tout était cadré pour les avoir sous la main. Et puis tu avais le chef d'entreprise qui pilotait un petit peu tout ça, qui parfois pouvait en jouer, hein. D'ailleurs, mettait un peu de concurrence, payait moins cher et qui en abusait. En fait, le rapport de force, quand il est déséquilibré, il n'est pas bon. Que ce soit pour les employés ou que ce soit pour les employeurs. Je pense qu'il faut que le rapport de force il soit équilibré, comme tout. Voilà. Et donc, comment on le garantit, ce rapport de force, du coup? Et là, pour moi, c'est là où je pense qu'il faut légiférer. C'est-à-dire que je pense que c'est les lois. Alors, je pense qu'il faut que nous, chefs d'entreprise, on soit aussi responsables face à ça. Et je pense qu'à un moment donné, moi, j'aime les contre-pouvoirs. Moi, j'aime les syndicats salariés. Je ne suis pas d'accord avec eux sur beaucoup de points. Et souvent, on se dispute. Mais je pense qu'ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va nous permettre, nous, de garder cet équilibre-là. Tu vois, et j'aime les contre-pouvoirs, mais les vrais contre-pouvoirs avec des vrais niveaux d'action. Et je pense qu'il faut qu'on accepte tous que si on garde cet équilibre-là, on peut avancer. Ce qui ne va pas, c'est quand dans un sens ou dans l'autre, il y a un déséquilibre trop fort. Tu vois, aujourd'hui, tu en as qui ont plus de pouvoir que d'autres, entre guillemets, hein, même des entreprises. Bien sûr. Et peut-être que quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que toi, plus haut, mais vraiment, j'ai aucune idée de qui ou de quoi, va pas aimer que toi, alors que tu es vice-président ici au MEDEF, sois prêt à dire des choses. Donc ça peut te mettre dans la merde. Ah ben, clairement. Alors, en fait, je pense que tu peux tout dire à partir du moment où tu as de la bienveillance. Okay. Tu vois. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes. Et je ne suis pas d'accord avec certaines personnes au conseil d'administration. Je suis même avec certains présidents dans d'autres départements du MEDEF, on a eu des discussions sur lesquelles on n'était pas d'accord. Est-ce que c'est grave? Non, j'ai ma vision, je la construis, je la défends. J'ai adoré discuter avec cette personne que j'ai en tête parce qu'elle n'était pas du tout d'accord sur ce que je disais. Et donc, il m'a donné ses arguments. Il y en a certains que j'ai trouvé intéressants, que j'ai creusés. Il y en a certains que j'ai trouvé tellement old-fashioned. Mais en tout cas, on a débattu. Et à partir du moment où je respecte qu'il ait cette vision-là, et que lui respecte que moi j'ai cette vision, bon, on peut aller boire une bière. Okay. Pas de problème. Moi, j'en veux pas aux personnes. Je disais, ce que j'aime, c'est les gens qui entreprennent, qui défendent des valeurs. Après, il y en a qui défendent celle plutôt là, celle plutôt là, celle plutôt là. Ok, défendez-les tant qu'on défend. Et surtout, qu'on se respecte et qu'on accepte qu'il y ait des personnes qui n'aient pas le même point de vue. Le principe d'un point de vue, c'est quand même que la situation dépend de là où tu la regardes. Donc bien évidemment, quand tu es un chef d'entreprise, que ça fait des années que tu gagnes correctement ta vie, les difficultés de fin de mois te parlent moins que quand tu es quelqu'un qui est obligé de compter à l'euro près. Il y a des sujets qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra peut-être jamais parce que ça ne nous est pas arrivé, quoi. Et bien sûr, qu'on ne touche pas. Tu vois. Et donc, si on va conclure sur toute cette conversation, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir avec du concret. Aujourd'hui, donc toi, tu as dit clairement dès le début, ça passe par la collaboration. D'accord ? Et par les entreprises. Là, on se rejoint. Maintenant, comment tu vois les choses à 5 ans, à 10 ans et à 20 ans, si on rêve, si on se donne le droit de rêver, comment tu vois les choses pour qu'on les améliore? Alors, je pense qu'on a un vrai tournant et je pense que nos générations, je suis un peu plus âgé que toi, mais on va faire un plan un peu plus large. Je pense que nos générations, à un moment donné, doivent prendre leurs responsabilités. Tu vois, moi, je trouve que j'ai une génération qui est hyper intéressante parce que je côtoie, je comprends et je peux discuter avec la génération qui est en amont. Et je comprends et je connais et je peux discuter avec la génération qui est après moi. Donc, je suis vraiment une espèce de trait d'union dans ma génération. Je comprends. Souvent, on considère que les jeunes et ceux un peu plus âgés, ils ne peuvent pas discuter. Voilà. Moi, je suis dans cette génération intermédiaire qui arrive à discuter avec les deux. Donc, je pense qu'on a un formidable rôle à jouer. Par contre, ça veut dire qu'il faut le prendre. Et pour le prendre et faire passer les idées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à entreprendre. Mais entreprendre, ça peut être monter une boîte, mais entreprendre, ça peut être travailler dans des associations, s'investir, je répète, dans n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut aller défendre ses idées dans tout un tas de manières différentes. On n'est pas obligé d'entreprendre et de créer une boîte. Moi, c'est le schéma que j'ai pris, mais ce n'est pas une vérité. Donc,
notre génération, elle a un rôle à faire. Et je pense qu'il faut qu'on accepte de le prendre. Il faut qu'on se bouge dans l'entrepreneuriat ou dans d'autres associations. Je pense que, moi, je considère que les entreprises ont un secteur. Donc, je pense que les entreprises, elles doivent se regrouper, elles doivent se syndiquer pour justement, à un moment donné, être fort et discuter. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'à un moment donné, le gâteau, il se réduit. Donc, on va discuter de comment on fait du business différemment. Parce que tu l'as dit, c'est du business et il faut qu'on ait un compte de résultats positif. Notre PNL, il faut qu'il soit positif. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, il faut qu'on fasse ça. Et donc, moi, je dis aux gens, et si je devais encourager des jeunes générations, ou quand j'ai des étudiants face à moi, je leur dis, entreprenez dans ce que vous voulez, mais faites des choses. Faites des choses, créez, innovez, lancez, peu importe dans le secteur. Je répète, tu es fan des animaux, va donner ton temps à la SPA ou à L214 ou à Wellfarm, n'importe quelle association que tu veux. Mais il faut créer des choses. Et donc concrètement, je pense qu'il faut qu'on se regroupe. Je pense que nous, cette génération-là, elle doit prendre le pouvoir. Voilà, c'est ce que je dis. Okay. Et j'en discute souvent. Comment on le fait à 5 ans ? À 5 ans, il faut s'investir dans les clubs, dans des réseaux, dans des élections, dans des syndicats. Il faut rejoindre. Voilà, les jeunes, je les invite à rejoindre le MEDEF, à prendre des places au COMEX 40, à venir prendre des mandats. Tu sais ce qu'on appelle les mandats paritaires. Tu sais qu'il y a tout un tas d'organismes. Si je prends l'URSSAF, si je prends la CAF, si je prends tous ces mandats-là, tu vois ce que c'est ? Tu sais que tu connais un peu ? Je veux bien que tu m'en parles un petit peu. Eh ben alors, en une minute pour essayer de faire court, tu sais qu'il y a des organisations qui ont été confiés au paritarisme. C'est-à-dire que l'État a dit, c'est vous employeurs et c'est vous salariés qui allez gérer ensemble l'institution. D'accord ? Je vais prendre l'URSSAF. Facile, l'URSSAF, mais on pourrait prendre la CAF, ce que tu veux. Et bien en fait, au conseil d'administration de l'URSSAF, tu as des représentants des employés et tu as des représentants des employeurs. D'accord ? Donc tu as des MEDEF, des CPME, etc. Et c'est toutes ces personnes-là qui font le conseil d'administration, qui discutent entre elles pour faire en sorte que, en l'occurrence dans notre exemple l'URSSAF, avance et soit le plus juste possible. Ça, c'est ce qu'on appelle un mandat. C'est-à-dire que quand tu es adhérent d'un syndicat, tu peux, toi, prendre le rôle et rentrer dans ces conseils d'administration. Tu vois ? C'est ça, prendre le pouvoir. Ça veut dire venir et avoir un rôle actif dans la cité. Je répète, peu importe, monte une association, prends la présidence ou la vice-présidence d'une association, inscris-toi dans un syndicat, prends un mandat, fais ce que tu veux, mais il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse pour faire passer nos messages. D'accord. À 10 ans. Donc là, admettons, parce qu'on rêve, beaucoup de jeunes de notre génération, t'en parles beaucoup, se sont syndiqués, ou en tout cas sont dans des associations, sont entreprenants, ils ont peut-être leur entreprise du coup, peu importe qu'ils soient de gauche, de droite, tout le monde entreprend, c'est-à-dire au moins ils se bougent le cul. Voilà. T'as très bien dit. À 5 ans, tout le monde se réveille, on laisse Instagram et on va dans la vraie vie. Meilleur des mondes. À 10 ans, on fait quoi ? Alors, et là, ça nous permet d'inventer ce qui va arriver. Donc, ça, c'est quelque chose qui va se passer dans les 5 à 10 ans. Il faut prendre le temps de le faire. Et une fois qu'on y est, je pense que c'est justement là où on va redessiner quelque chose. Et si, je ne sais pas ce qui se passera à 10 ans ou à 15 ans ou à 20 ans, ça va tellement vite. Si je devais te donner, moi, ce que j'aimerais qu'on ait une économie qui soit plus responsable. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais qu'on ait une économie dans laquelle on comprenne qu'à un moment donné, toutes nos décisions et nos actes ont un impact sur notre environnement. Dans un premier lieu, la responsabilité environnementale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos consommations, moi je suis dans le digital. Donc tu sais, j'aime bien quand les gens, on parlait d'Instagram. Quand tu mets un like sur Instagram, je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe quand tu mets un like sur Instagram. Mais il faut savoir que si nous deux, on est l'un en face de l'autre, quand tu likes la photo, ce qui se passe, c'est que ça va monter sur le toit de l'immeuble dans lequel on est, ça va passer sur un émetteur, d'accord ? De là, cet émetteur va redescendre tout le long de l'appart, de notre immeuble, jusqu'à 80 mètres sous le sol dans des câbles. S'ils ne sont pas en cuivre, on s'en sort bien. D'ici, ça va partir jusque sur la côte ouest, d'accord ? Ça va arriver sur un gros data center, et là, ça va partir sous la mer jusqu'aux États-Unis, puisqu'on parle d'Instagram, donc c'est logé sur des serveurs aux États-Unis. Ça va traverser 10 000 bornes quand même, pour aller jusqu'à la côte ouest. Là, ça va être dupliqué. C'est-à-dire qu'en fait, comme on veut toujours de l'instantanéité qu'on ne veut pas perdre, ton like, là, celui que tu as cliqué, il va être dupliqué sur plein de serveurs différents. Et il va revenir, il va refaire tout le chemin, de nouveau aux côtes ouest, repasser dans les câbles, remonter, arriver là, pour que moi, j'ai ce like qui arrive. Donc on supprime tous les réseaux sociaux du coup ? Ah non, surtout pas. On prend conscience de ce que c'est. Tu vois ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je mets un like et que tu es 2 personnes à 1 mètre, il n'y a pas 1 mètre entre toi et moi.
il y a 10 000 km Ouais, entre ok. toi et moi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Bien sûr que non. Je vous encourage à liker, commenter, d'ailleurs partager sur cette vidéo qui sera postée. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut juste le faire en ayant conscience de ce que ça donne. Tu vois, c'est ça l'enjeu. Il faut qu'on prenne conscience. Donc non, n'arrêtons pas les réseaux sociaux, continuons à les utiliser, mais pour les bonnes choses. Si tu vas sur les réseaux sociaux pour te former, pour te cultiver, mais c'est un formidable outil. Si tu vas et que tu passes 2 heures à scroller pour aller voir un truc qui t'a rien appris, bah, tu as juste perdu du temps. Tu vois. Donc mon image à moi, enfin mon idée, mon rêve idéal, c'est un monde plus responsable, écologiquement parlant, sociétalement parlant, c'est-à-dire qu'il faut accepter que bah, les gens, ils ont des besoins pour vivre, il faut accepter que les gens ne sont pas d'accord avec toi, il faut accepter, voilà, il faut accepter tout ça. Ok. Donc un monde plus durable en soi. Exactement. Donc il y a Jean-Marc Jancovici que tu as cité tout à l'heure. Oui. Il a aussi dit quelque chose. Est-ce que tu es prêt, toi, dans toute ta vie, à ne prendre que 4 fois l'avion? Ouais. Alors moi, je prends très peu l'avion. Voilà. Je l'ai pris un peu quand j'étais un peu plus jeune. Là, ça fait des années que je ne l'ai pas pris. Par exemple, avec ma fille, on part toujours en France. Alors attention, c'est facile aussi. Hein, ça coûte un peu d'argent hein, de partir en France. C'est sûr que tout le monde ne peut pas le faire. Mais il y a des territoires en France qui sont magnifiques. Enfin, je veux dire, j'étais dans l'Ardèche cette année. C'est extraordinaire. Et donc, oui, moi, je suis complètement d'accord sur ça. Alors après, je tempère un petit peu. Attention, l'aérien, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Le numérique, c'est 4% et on pense que ça va atteindre entre 7 et 16% dans les prochaines années. Tu vois, donc, ok, l'aérien, c'est compliqué, mais il ne faut pas diaboliser non plus le truc. Mais en tout cas, je suis prêt à faire beaucoup d'efforts. Ok, super. Bah, en tout cas, le premier que tu as fait, c'est de venir ici. L'un des efforts, et ça me fait plaisir aussi que tu as accepté de répondre à toutes ces questions et qu'on ait pu aussi échanger ensemble. Et je pense que tu le disais, il faut communiquer. Et pour moi, c'est à travers ce genre d'échange qu'on va aller plus loin et qu'on va évoluer. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole, de m'avoir écouté, de m'avoir posé toutes ces questions, parce qu'effectivement, je pense que j'espère en tout cas que ça va participer à alimenter un peu le débat. Donc, merci beaucoup de m'avoir accueilli.